Alors maintenant que donc on a écouté tout le monde, c'était très très riche, très diversifié, très intéressant. Déjà peut-être vous avez peut-être des questions ou des commentaires par rapport aux interventions que vous n'avez pas eu le temps de poser. Donc je sais pas. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Ça passe là? Voilà. Par rapport aux différentes interventions, avant qu'on essaie de re-questionner finalement la question de cet après-midi qui était garder l'humain au cœur des systèmes de santé, quels enjeux? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages, d'autres... Alors, justement, bah, voilà. Est-ce que finalement, alors, pour ceux notamment qui ont un peu d'historique de par leur âge, je m'inclus. Est-ce qu'on considère finalement que, on parlait déjà de toutes ces questions-là il y a bien longtemps. On a fait un Wood là-dessus il y a quelques années. Voilà. Finalement, est-ce qu'on considère que on a amélioré la prise en compte de l'humain dans le système de santé? Est-ce que toutes ces approches-là centrées utilisateurs nous ont aidés à garder l'humain aussi au cœur du système de santé, ou est-ce qu'il est en train, au contraire, de s'absorber dans la technologie, par exemple? Teresa? Merci. Oui, merci. Il y a un médecin, je ne sais pas, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il est très médiatique et très médiatisé, qui s'appelle Baptiste Beaulieu, qui est aussi auteur, poète, etc., etc. Il a dit un truc qui est très, très vrai, je pense encore malheureusement aujourd'hui. Les médecins soignent les maladies, ils ne soignent pas les malades. Et je pense que le problème, il est là, en fait. Donc, on a encore beaucoup de routes à faire pour justement mettre de côté une vision liée à la pathologie et avoir une vision plus holistique sur la personne qui porte cette maladie, qui subit quelque part cette maladie et qui est un humain à part entière avec ses envies, ses besoins, ses spécificités, ses problématiques d'inclusion, etc. Donc oui, je pense que le design thinking, l'ergonomie, l'utilisabilité apportent quelque chose à ces réflexions-là, ouvre les chakras, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais il y a eu un gros changement de mentalité à faire, je pense, côté médical pur et dur. Hein. Alors, je me sens visé, je vais répondre. Non, il y a deux éléments. Sur la santé individuelle et sur la formation, en fait, les choses changent. Je vous ai parlé, ou on a parlé tout à l'heure ce matin, en début d'après-midi du CI3P, hein, qui est donc le centre d'innovation pour le partenariat public-patient ou patient-public. Et en fait, le fait qu'on ait changé les modes d'évaluation des étudiants, eh bien maintenant, on utilise une technique anglo-saxonne de simulation de consultation où les patients jouent le rôle et il faut qu'on forme les patients. Donc déjà, il y a un peu de vie ma vie dans l'histoire et les étudiants ne voient pas que la maladie parce que dans ces entretiens, on leur demande des compétences en fait de communication, on leur demande des compétences pédagogiques, etc. D'accord? Ça, c'est le premier point. Après, il y a d'énormes contraintes. Ça, c'est le volet santé publique. Il y a d'énormes contraintes, c'est ce que je disais tout à l'heure à nos collègues du CIUS. Il y a d'énormes contraintes. Notre système de santé est un système contraint et il est de plus en plus contraint. Dans le master, on a fait passer, il y a un étudiant, un jeune médecin qui a fait son mémoire sur le médecin traitant, la perception du médecin traitant. Je ne sais pas si vous savez qui c'est le médecin traitant. Eh bien, le médecin traitant, c'est une personne, entre guillemets, de l'assurance, enfin, pas de l'assurance maladie, mais en tout cas, qui oriente le patient vers le spécialiste. Si vous ne passez pas vers ce médecin traitant, eh bien, derrière, vous allez payer un petit peu plus de votre poche. Donc, on voit bien qu'on essaye finalement de faire prendre conscience au patient qu'il est dans un dispositif qu'il peut continuer d'utiliser, sauf que jusqu'à présent, c'était la solidarité qui comptait pour lui. Maintenant, c'est lui qui décide s'il veut passer en dehors du médecin traitant ou pas. Et donc, il y a effectivement des contraintes. Le client de mon espace santé, ce n'est pas nous. Enfin, ce n'est pas moi, c'est nous. Et si je vais au-delà,
c'est l'établissement qui récupère via les cotisations sociales et qui redistribue. Alors, les jeunes qui sont dans la salle, ils ne sont pas malades. Ils seront malades dans 20 ans. Et malheureusement, les stats, elles parlent pour moi. Donc, je laisse de côté les choses. On verra bien, mais c'est comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une vraie question maintenant. Et le numérique, en définitive, rebat complètement les cartes. Comme tout à l'heure, je disais à Alexandre, mais vous n'auriez pas pu faire ça il y a 30 ans, c'est vrai. Demander à sa grand-mère, moi, ma mère, en fait, manipule plus la tablette que, entre guillemets, ne le fait mon fils de 18 ans, en fait. Parce que derrière, elle a envie, elle trouve, entre guillemets, une expression. Et ça, c'est extrêmement important. Par contre, elle n'est pas du tout formée à analyser l'information qui lui est délivrée. Et donc, elle croit à n'importe qui. Ah, tiens, tu as vu, il faut mettre des décoctions et j'aurai même moins mal quelque part. Et attention. Et donc là, en fait, si on pouvait poser la question de la littératie de chacun d'entre nous, hein, et ça, c'est un élément de fond. Si on arrive à faire en sorte que dans le domaine de la santé, grâce à des applications qui sont obligatoires, parce que vous le vouliez ou non, sur la continuité des soins, les médicaments sont tellement importants que l'espace santé va pouvoir, entre guillemets, sauver des vies. Ça, c'est clair. Ils ne le disent pas, mais nous, on le sait, on l'a évalué un petit peu avant. Donc voilà, effectivement, je pense que l'humain n'est pas sorti. Il a toujours été présent, mais on l'a peut-être un peu... L'hôpital ne va pas rester comme il est. L'hôpital va être sur le soin aigu et ensuite on sera sur du home care. Et le home care, c'est 80% d'infirmières ou 50% d'infirmières, 40% de kinés et 10% de médecins. D'accord? C'est plus l'hôpital. L'hôpital, maintenant, une vésicule biliaire, on vous l'envoie, on vous l'enlève dans la journée. Avant, il fallait rester 8 jours. Ben, désolé, hein, c'est ça la médecine. D'accord? Voilà. Donc, oui. Et parallèlement, on assiste aussi à un développement de l'accès à l'information, à la connaissance par les patients. On assiste à un renversement aussi des rapports entre les patients et les professionnels de santé. Donc, c'est pas qu'une affaire de technologie, je pense, de toute façon. Voilà. En fait, la technologie catalyse et met à jour finalement des problématiques systémiques. Et aujourd'hui, on est un petit peu... je crois qu'on est dans un moment avec tout le développement de toutes ces applications devenues obligatoires, incontournables. Mm-hmm. Mm-hmm. Et en fait, on revient sur la systémie. On se dit, la technologie nous met face à notre... C'est ça. Exactement. Elle révèle. C'est l'humain, quelque part, effectivement, notre système. Mm-hmm. Qui se contribue finalement par l'environnement et l'université. Oui. Le fait que l'on sache maintenant communiquer notre physiologie, parce que les cardiaques, on connaît, c'est notre physio. La fréquence cardiaque, tous les copains qui ont une fibrillation auriculaire, ils utilisent la montre parce que derrière, c'est le seul moyen d'alarmer aucun problème. Mmh. Et justement, par rapport à tout ça, moi, je suis en ce moment assez fascinée de ce que tu disais par rapport à la puissance du design thinking. Le travail de fond qu'on fait sur la reformulation des problématiques, tout ça est élémentaire, très complexe, mais je veux dire, c'est la base. Et je suis, avec les étudiants, avec les clients, enfin avec tout le monde, chaque fois, je suis impressionnée par la puissance de ces outils qui sont tout simplement remettre les choses dans le bon ordre, quoi, en fait. Et finalement, c'est à ça, et c'est ça la puissance de nos démarches centrées utilisateurs, design thinking, etc., etc. C'est des choses qui nous permettent de remettre les choses à l'endroit dans une complexité croissante d'outils, de technologies organisationnelles, de contraintes politiques, économiques, etc. Et culturelles, bien sûr, avec en plus des cultures, complexité culturelle. Donc, voilà, je pense que quand même, on peut avoir un peu d'espoir par rapport à toutes c'est pour ça qu'on fait ces manifestations. Je pense qu'on peut avoir un peu d'espoir, non pas en la technologie, mais oui.
Mais moi, je suis persuadé que le numérique va faciliter l'accès, l'utilisation de tous ces outils qui aujourd'hui, je ne sais pas qui a déjà installé l'application Ma Santé. Comment ça s'appelle déjà? Parce que moi, je l'ai installé, mon espace santé. Voilà, je l'ai, mais tu vois, je ne sais même pas là. Mais bon. Euh, mais oui, moi, je suis sûr que le numérique facilite l'accès et va permettre une adoption large de tous ces outils. Le numérique accompagné d'un système global aussi, d'accompagnement, de la question de l'appropriation. Oui, enfin moi je pense en termes de design thinking, c'est-à-dire aujourd'hui on sait faire des choses tellement faciles à utiliser, tellement séduisantes, tellement attractives que en fait ça fonctionne. Et le seul problème que je vois aujourd'hui, et celui-là je ne sais pas si on saura le résoudre, c'est que moi mes parents ne sont pas capables d'utiliser un smartphone, hein, c'est-à-dire que déjà le doigt sur l'écran ça ne marche pas, hein. Donc elle clique comme ça, elle tape dessus, je dis non, pas si fort. Voilà, là, il y a encore un vide qu'on ne saura pas remplir, je pense. Juste pour rebondir, bon, je n'ai pas votre expérience dans le domaine. Bon, nous, ça fait que peut-être 1 à 2 ans qu'on parle vraiment d'user expérience en IRM, en tout cas, sur les derniers congrès. C'est vrai que ça fait 1 an que ça explose à chaque congrès. Maintenant, c'est vraiment intuitivité, user expérience, on voit ça partout, mais ça fait 1 an, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du UX pour un produit. Tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui, c'était un produit ciblé avec un certain périmètre. Et là, c'est vrai que quand je vois la phrase garder l'humain au cœur des systèmes de santé, quels enjeux? Je pense que moi, on est encore à la première étape. Si on veut vraiment faire ça, aller plus loin, c'est aller dans du design de service. Et c'est ce qu'on a voulu essayer de faire. Après, ça demande certains moyens. Mais je pense que là, c'est déjà un premier pas. Mais le jour où on arrivera à repenser complètement l'hôpital, le workflow complet de l'accès aux soins, qu'on puisse vraiment se poser les questions et pas faire des rustines avec ces différents produits qui sont un peu, voilà, c'est des petits patchs en fait. Bon, là, on aura gagné, mais on est dans la bonne voie. Mais tu as complètement raison. Je pense qu'on voit, d'ailleurs, dans nos pratiques, on voit qu'on travaille de plus en plus sur du design de service, globalement. Enfin, on intègre de plus en plus la conception, le design des produits dans une expérience globale, c'est ça l'expérience utilisateur, et dans un rapport à un service. Et ça, c'est intéressant. Il y a vraiment nos métiers sont en train de vivre une petite translation là qui va vers ça. Mais on n'est pas mûr encore, hein. Voilà. Il y a du chemin, mais on y va. D'autres. Teresa, intérieur. Merci. On a beaucoup parlé du digital comme de quelque chose de positif qui apporte des informations, du contrôle, de la compréhension, de la connaissance, du service, etc. On n'a pas vraiment beaucoup abordé la problématique des dangers, des dérives, des dérapages, des aspects pas forcément positifs de tout ça. La vulnérabilité, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a des expériences à partager ou des remarques ou des projets dans lesquels il y a eu des dérives ou des dangers liés au digital dans la santé? Sur ça, pour revenir sur mon espace santé, il faut se rappeler quand même qu'à la sortie, 90% des utilisateurs qui étaient inscrits n'étaient pas forcément avaient souscrit pour être inscrits dessus. Il n'y a que 5% d'utilisateurs qui avaient fait cet accès ou qui avaient accès à son dossier. Et il y a eu 1,3%, 1,6% de personnes qui avaient demandé à supprimer leur compte du fait des problèmes de sécurité des données, du fait que ce soit un service à destination du public, du grand public, de la nation, je veux même dire, mais qui est géré par du privé. Donc, ça pose pas mal de problèmes éthiques. Et je pense que c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de lier la technologie au secteur de santé, à cette échelle-là en tout cas.
On a fait pas mal de tests sur le projet par rapport à la différence de la perception des utilisateurs entre le secteur public et privé. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, les usagers, ils sont pas plus apeurés du secteur public que privé, en fait. Limite, c'était l'inverse dans nos tests. Ils avaient plus confiance en le public qu'en le privé, parce qu'au moins, ils savaient que c'était l'État, ils étaient assurés, alors que les mutuelles, etc., ils étaient un peu plus craintifs par rapport à ça. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Quelqu'un veut... Oui. Bah, il faut qu'on aille voir nos grands-mères aussi. Oui. J'arrive. Vas-y. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé non plus. Alors, c'est que dans l'industrie 4.0, par exemple, les données, alors on ne parle pas de données de santé, on parle de données d'état interne, de stress, des données physiologiques finalement. Et là, il y a un vrai vide aussi sur la sécurité de ces données. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment alors elles sont exploitées justement au service d'une meilleure productivité, au service être encore plus performant, donc dans l'homme augmenté, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, Oui. qu'est-ce qu'on en fait? Il y a toute une criticité là-dedans, parce que là, je suis plus un usager, je suis un salarié où on met un dispositif, un casque virtuel ou un casque avec tout un tas de capteurs, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on capte de moi. Bah, je pense que justement, c'est le problème des données qui sont finalement des données de santé, mais qui proviennent de sources qui ne sont pas des sources médicales. Oui, Pascal. Il y a ne serait-ce que le moment, et c'est pour ça que comment dirais-je, les emails, les logiciels de mail ont changé. Jusqu'à présent, on pouvait regarder l'heure à laquelle les messages étaient envoyés. Et donc, en fait, derrière cela, moi, je suis assez étonné d'avoir le Veil Cloud qui me sort maintenant donc, de Microsoft, etc., en me disant, voilà, votre temps, votre si. Et derrière, en fait, on s'aperçoit quelque part, sans nous connaître, qu'on a en fait quelqu'un qui infère au travers de nous. Alors, je prenais les exemples, mais ça ne se fait pas ou ça doit se faire des banques. Depuis très longtemps, les banques savent quand est-ce que vous partez à l'étranger. Et quand vous avez finalement une demande de prêt, bah, on regarde un petit peu votre cinétique, votre dynamique, etc., les rentrées d'argent. Donc, il y a déjà, entre guillemets, de l'intelligence sur les variables qui… Ça, c'était connu, hein, d'accord. Mais maintenant, ça devient autre chose. C'est-à-dire que le poids et la taille, l'autre fois, j'ai essayé. Je suis allé sur un site que vous connaissez bien. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais en tout cas, ce site vous aime bien. Et donc, j'ai mis le poids à la taille pour calculer mon BMI. Et ensuite, j'ai lu les notices. Et donc, derrière, ils ont piégé l'adresse IP sans pour autant que je sois… Eh oui. Donc, il y a l'adresse IP, plus le poids, plus la taille. L'adresse IP, on sait qu'on est sur Saint-Paul-de-Vence, on est ici chez Orange, etc., etc. Pour peu qu'Orange ait donné des autres informations, les gens savent plus que ce que je n'en sais sur moi. Pour revenir pour le côté sécurité, du coup, c'est que maintenant, le grand public commence à comprendre comment fonctionne l'Internet maintenant et comment a commencé à fonctionner l'Internet il y a 10 ans. C'est que maintenant, Internet se base sur la vente de data. Et la vente de data, donc les données personnelles et autres, sont stockées pas sur un seul serveur, pas sur un serveur privé, mais sur des gros serveurs partout dans le monde, partout en Europe. Et donc, c'est multiplié. Si vous connectez à un site particulièrement, cette data va être copiée sur 5, 6, 10, 15 serveurs en même temps, pour justement tout stocker. Et donc là, la population, l'individu normal qui n'y connaît pas forcément grand-chose en technologie, commence à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, sur des datas pour mon espace santé ou pour d'autres choses, commence à être assez, du coup, sensible, parce qu'on commence à mettre toutes ces informations sur tous les serveurs du monde et qui sont du coup très accessibles très facilement à des personnes soit bien intentionnées, soit mal intentionnées. Je ne crois pas encore.
Par rapport à la data, il y a ce volet-là sur les datas de l'utilisateur, mais il y a un autre volet, moi en tant que concepteur, qui me pose de soucis concernant la data, c'est que Internet nous rend accessible énormément d'informations. Et en tant que patient, aujourd'hui, justement, j'ai un doute sur est-ce que j'ai des hémorroïdes ou pas, je vais sur Doctolib, je tape n'importe quoi, j'obtiens n'importe quoi comme résultat. Quelle est la limite dans la connaissance qu'on doit donner à l'utilisateur et est-ce qu'il y a des moyens de l'accompagner dans une vraie compréhension de ce qu'il trouve sur Internet? Comment savoir si ces données sont fiables, si elles s'appliquent à lui? Est-ce qu'on doit tout retenir en disant de toute façon il est incompétent, donc ce n'est pas la peine qu'il le sache, il vaut mieux qu'il parle à Dr Proctor? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire de la pédagogie, lui expliquer des choses, mais jusqu'où on lui explique puisque ce n'est pas un professionnel? Mais en fait, bien, il y a des choses qui ont été transposées dans la loi. En fait, le fonctionnement de l'implication du patient dans la décision, c'est ce qu'on appelle la décision clinique partagée. Et donc, on ne peut rien vous faire si vous n'êtes pas d'accord. Et dans un milieu chirurgical, il faut qu'on explique les tenants et les aboutissants, voire le risque de complications. Alors, ce n'est pas évident du tout. Ça nous est tombé dessus depuis la loi Kouchner, la loi de sécurité du patient, etc., le retour au dossier patient. Moi, j'ai un autre souci, c'est quand un patient me dit je veux être anonymisé dans votre système d'information. Si vous avez la solution, vous me le dites. Je n'en ai aucune. D'accord? D'un autre côté, on me dit le numérique, ça va faciliter la continuité des soins. Oui, je m'autocritique, la continuité des soins. Oui, parce que les gens communiquent entre eux. Vous avez vu ça où, vous? Un compte-rendu d'hospitalisation chez moi, il met 15 jours pour arriver dans la machine. Le patient, il a plus le temps. Il a eu le temps de mourir 10 fois depuis la sortie. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'acte de communication pourrait être remplacé par des envois systématiques, etc. Et c'est là où l'IA, entre guillemets, est limite. C'est-à-dire que, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au positionnement du praticien, c'est un collègue qui me l'a dit, il y a 4-5 ans de cela. Il me dit, tu comprends, tous les patients diabétiques, là, avec leurs trucs, là, ils m'envoient leur flux de données. Bon, très bien, quand il y en a un, quand il y en a deux, quand il y en a une centaine, et que tous les jours ou toutes les semaines, il faut que je fasse le bilan. Si un jour, je ne fais pas le bilan et que le patient meurt parce qu'il a fait une hypoglycémie, il a chuté dans les escaliers, qui est responsable? Et en fait, c'est que le numérique, finalement, apporte une vulnérabilité dans nos organisations qu'on est en train de découvrir. Pardonnez-moi, mais on parlait de process à l'hôpital. Sur le système informatique, on a plutôt mis des outils, on a dit vous les utilisez, et puis c'est tout, alors que le process, on commence à peine à en mesurer la nécessité, tout simplement parce que depuis 1999, les hôpitaux passent sous la coupe de la démarche qualité, de la gestion des risques, et donc maintenant, en fait, il y en a qui font cours dans mon master, et donc on est obligé de faire une cartographie du process pour pouvoir imaginer les risques possibles. Et parce qu'il y a les risques, là, l'humain revient dans l'organisation. Pour l'instant, quand on aura les avocats, ça va être différent, parce que pour l'instant, on ne le vit pas, ça. On le vit encore de façon parcellaire, d'accord? Mais on sent que c'est derrière, parce que le système français n'est pas encore aussi procédurier qu'il ne l'est aux États-Unis. Mais on revient sur les processus de soins. Il y a des gens qui sont payés dans leur emploi à l'hôpital et d'analyser les événements indésirables, de faire des revues morbi-mortalité, etc. Et parce qu'il y a en fait quelque chose dont on n'a pas aussi parlé, décidément, c'est la chaîne de valeur dans tout ça. On passe beaucoup de temps à recueillir l'information. Et je pense que la question des données, etc., l'assurance maladie, elle ne s'est jamais posé de questions sur les données. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était obligatoire pour pouvoir être payé et c'était que le professionnel. Là, maintenant, c'est le patient qui devient. Et là, il y a une vraie, entre guillemets, il y a un véritable enjeu sociétal. C'est qu'est-ce que je vais permettre? Le patient, il a le droit de rajouter un professionnel pour qu'il puisse voir les documents ou qu'il puisse les enlever. Pardonnez-moi, quand on me force à la continuité des soins, et le patient, il peut enlever les documents que j'ai mis. Où est l'adéquation? Vas-y.
Du coup, ouais, en effet, sur mon espace santé, il y a un vrai enjeu par rapport à la sécurité des données, etc. Mais bon, il y a des règles qui sont quand même mises en place dans le sens, vous disiez par rapport aux documents, un professionnel de santé, quand il dépose un document, le patient ne peut pas l'enlever. Ça, c'est un fait. Il peut, il peut, pour l'instant, pas. Non, alors c'est différent. Il peut masquer des professionnels de santé. Il peut- Oui, mais aujourd'hui, c'est quand même une problématique qui vient des utilisateurs. Les utilisateurs ne veulent pas montrer tous leurs documents à tout le monde. Et du coup, pour moi, enfin, c'est quelque chose qui est... C'est de voir quel est finalement l'avis de la jeune. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question de la jeune génération. Parce que je suis persuadé que vous, avec votre expérience, je suis désolé, hein, moi, vous savez, après, dans 10 ans, je suis en EHPAD. Hein, donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que le rapport à la donnée, vous n'avez pas du tout le même rapport. Le fils de Teresa n'a pas du tout le même rapport que vous, que moi. Quand je vous parlais de ma mère, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que derrière, je ne lui ai rien appris. Simplement, il y avait effectivement ce que disait Steve Jobs dans le film, hein, la différence entre le Newton et l'iPhone. Et oui, c'est tout. C'est-à-dire que c'est humain. C'est l'index qui pointe et il pointe sur une interface. Et ça, c'est un moment fort. Je ne sais pas si vous l'avez revu, ce film-là, mais c'est un moment fort du film à la fin où là, vous avez Monsieur Steve Jobs qui dit l'erreur qu'on a fait avec le Newton, c'est qu'on est passé par un médiateur qui était le stylet. Et donc, c'est ça en fait. C'est-à-dire que derrière, on a un rapport maintenant avec la donnée, mais qui est pas mesurable en fait. D'accord? Et donc, la seule chose qu'on peut avoir, c'est la crainte. La crainte, si je perds ça, si vous perdez votre ordi, j'ai 18 ans d'histoire de mon fils dessus, quoi. Et c'est maintenant qu'on en prend la mesure, alors qu'avant, nos parents, ils faisaient du Super 8, et puis ça allait très bien. Et puis... Donc là, il y a un autre enjeu. Quand tout à l'heure, je vous ai dit, mon espace santé, c'est l'entrepôt de données personnelles. Oui, c'est l'entrepôt de données personnelles. C'est ce que Microsoft avait appelé le Microsoft Vault à un moment donné, ce que Google avait voulu aussi appeler pour pouvoir faire de l'interop entre les différents établissements. Ils sont tous, entre guillemets, tapés la tête contre le mur parce que c'était trop en avance de phase. Là, maintenant, on a des nouvelles générations. Et ces générations-là que vous êtes, elles vont avoir un sens critique. Elles vont peut-être remettre tout en cause ou pas. Ou pas. C'est pour ça que je te dis peut-être que les gens qui sont là, il y a un biais dans leur vision des choses, de nous expliquer effectivement la redondance naturelle des datas, justement parce qu'on veut permettre, juste, et après j'arrête parce que je suis trop long, rappelez-vous Internet vient de la DOD, d'accord? Et en fait, l'idée, c'était que s'il y avait une bombe qui tombait en plein milieu des États-Unis, l'Est et l'Ouest pouvaient communiquer. Je m'arrête là. Parce que quand je disais ça il y a 30 ans aux étudiants, ils rigolaient. Puis maintenant, on se pose la question. Ah, c'est la dernière fois que je parle. Non, c'est parce que c'est vrai que c'était intéressant sur le transit des données, notamment médicales. Et je pense qu'en France, alors, j'aimerais bien que vous me corrigiez peut-être, parce que j'aimerais Le matin sur la balance, c'est une donnée de santé. Elle n'est pas médicale parce qu'elle n'est pas validée par un médecin. Et par contre, aux États-Unis, j'avais pu faire certaines interviews, et c'est vrai que c'est des centres énormes. C'est des centres vraiment hospitaliers énormes. Et en fait, ils commencent à irradier, et en fait, ils rachètent des petits centres, tous les petits docteurs qui sont autour, et ils imposent leur logiciel. Ce qui fait que le transit des données se fait beaucoup plus facilement entre le patient, il vient à l'hôpital, directement sur le docteur là. Moi, par expérience, j'ai une hernie discale, je suis allé faire une IRM, je suis allé au docteur. J'ai dû aller faire l'IRM. J'ai reçu le compte rendu. Et maintenant, il faut que je prenne rendez-vous au docteur pour juste qu'il me lise ce que j'ai eu. Je n'ai pas pris rendez-vous. Donc, du coup, maintenant, je suis comme ça parce que j'ai la flemme. Alors que si on disait, une fois que vous avez fait votre IRM, ça part direct et vous avez un truc, sauf que quoi? Si on change ce design de service, il y en a qui ne seront pas contents parce qu'ils vont perdre des consultations aussi. Ouais. Et du coup, je sais qu'on a du problème à faire évoluer certaines choses à cause des consultations.
à ce que vous disiez par rapport au changement de génération, entre peut-être une nouvelle génération qui a plus ou moins d'ailleurs peur de partager ses données ou une ancienne génération. En fait, c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est vraiment de redonner de la jouabilité pour que chacun puisse décider ce qu'il veut faire avec ses données et ce qu'il veut montrer, pas montrer, à qui, pas à qui. Donc, je pense qu'en fait, on peut trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde, mais il faut juste redonner un max de jouabilité, enfin, le plus possible. Alors, je sais pas, j'étais pas là au début. Vous avez pensé à sous Bac+5? Vous pensez que vous êtes les plus nombreux? Bah, après, pour moi, ça n'a pas d'impact. Toutes les formations qui sont déroulées en dessous Bac, elles existent. En ma mairie, j'ai des aides-soignantes qui, tous les jours, vont voir les patients à domicile. Leur rôle dans le système de santé, c'est de devenir des lanceurs d'alerte. Et d'aidant, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un papier, un crayon, et je reviens au bureau, je note, alors qu'on pourrait, entre guillemets, là, fluidifier l'information. Oui, mais les aidants dedans, ben, ils se sentent piégés parce que, ben, tiens, tu n'es pas venu voir ta mère hier, aujourd'hui, etc. Et donc, c'est tout cela qu'il faut qu'on imagine. C'est la systémie, en fait. C'est-à-dire notre façon, entre guillemets, d'organiser la journée du matin jusqu'au soir. Quand on vous entendait parler d'exposome, d'accord, la pollution, etc., c'est que derrière, ben, vous êtes géolocalisé. Vous savez combien de temps vous êtes resté à respirer les retombées de l'usine de l'Ariane, d'accord? Au bout de 18 ans de données dans mon espace santé, on commencera à avoir une forme de causalité parce que ça sera la seule source de données prospectives. Et donc, c'est aussi ça un enjeu en termes de santé publique, c'est majeur. En tout cas, là, c'est l'autre casquette, ce n'est pas la contentième, mais c'est un enjeu majeur pour vous. En ce moment, nous, de notre côté, on est sur un côté sécurité. En fait, nous, maintenant, on est un peu lynchés en ce moment par tout ce qui est VPN et en gros, gérer nos propres données et dématérialiser nos propres données. Donc, en ce moment, on n'est plus vraiment sur laisser les organismes gérer nos données. Ce qu'il faut revenir maintenant et ce à quoi on tend dans l'avenir, c'est de nous-mêmes gérer nos données. Donc, avec un VPN, de dématérialiser les nôtres, de faire certes confiance à une entreprise tiers, mais qui n'a pas accès aux nôtres. Juste... De quoi? Non, mais non, mais justement, c'est pour ça. Ah, mais excusez-moi. Ça marche mieux maintenant. Nickel. Voilà, il marche. Il est réparé. Super. Maintenant, c'est de gérer. Non, mais vas-y, tu peux essayer de parler. Nous, maintenant, c'est qu'on est. Donc, oui, en effet, c'est pour ça que je répondais à la génération de Bac+5 maintenant en génération. C'est que nous, comment ça peut faire en fait le level est important pour vérifier après la compréhension. Donc, la première question que je pose dans le cours d'initiation à la santé numérique en P1, c'est une gens dans la main, qu'est-ce que vous avez mis de mot de passe? Donc là, ils ne sont pas spécialisés en traitement de l'information et c'est eux qui vont vous soigner dans 15 ans. D'accord? Donc, vous voyez le décalage? En fait, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a un pied, c'est-à-dire que derrière, vous vous intéressez, vous êtes impliqué. Comme le disait Alexandre, 60 millions d'utilisateurs et qui disent « je paye donc j'ai droit ». Ça, c'est un élément que je peux vous dire, mais la vision que chacun a d'entre nous d'assurance maladie, c'est de dire « je paye, donc j'ai droit au service ». Ça, c'est quelque chose. Ah ben oui, vous payez, vous avez tous payé. Pour l'instant, vous n'avez aucun service. Vous n'êtes pas malade, vous ne voulez pas vous faire vacciner, etc. Mais je suis provocateur, c'est normal. Ne me dites pas qu'il y en a qui sont vaccinés. Voilà, hein, d'accord. Par contre, cette opinion-là, vous la gardez pour vous, en fait. Pour autant, si vous n'êtes pas vacciné et que vous tuez, et c'est ce qui s'est passé pour la Covid. Pour la Covid, on s'est rendu compte que des décès dans la famille ont été dus à des comportements individuels qui auraient pu être prévenus. Voilà, bon, je ne vais pas aller au-delà, mais ça, c'est le double ou triple enjeu, en fait, finalement, des données de santé. On n'arrêterait pas de parler, c'est ça, hein? On peut continuer encore. Il y a une différence entre les femmes et les femmes. Les femmes sont plus protectrices des data et les hommes plus libérateurs ou l'inverse?
est-ce que par rapport à la protection des données ou le sentiment, vous êtes au même niveau tous hein? De préoccupation, tu veux dire? Oui. Je ne sais pas. Non, Attends. Là, pour le coup, t'en es vraiment... Si, je pense pas qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes par rapport à la sensibilité de nos données. C'est plus quelque chose d'une opinion personnelle, en fait. Par rapport à nos connaissances, par rapport à nos biais, comme vous disiez tout à l'heure, ou nos aspirations, notre éducation. Voilà, il était bachelier, il arrive à la fac, donc son niveau de culture sur la protection de la donnée, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, par rapport aux informations qui sont échangées, est-ce qu'il y a une différence de temps? Je pense pas. Je pense pas. Après, il y a peut-être des études qui ont été faites, il faudrait voir, mais je pense que non. Ouais. Tu veux dire le mot? Après, c'est peut-être du temps pour répéter. C'est un peu comme l'éducation aux médias, il faudrait une éducation aux data, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, en fait, avoir des personnes qui viennent voir les petits pour leur faire comprendre, alors que vous êtes sur votre profil Facebook, quand vous jouez à Fortnite, qu'est-ce que vous faites, et du coup, où ça finit, vous savez que ça peut être utilisé pour faire de la pub derrière, enfin, tout un apprentissage sur les comportements. Et évoluer aussi l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on a été les pionniers avec la CNIL. Hein. Je vous rappelle que c'est le premier pays du monde. Vous voyez quand même que les choses ont été quand même extrêmement étirées. Derrière les échanges, maintenant on a créé le réseau européen des données de santé. Hein. D'accord. Et on parle d'échange. L'espace social de la donnée de santé. Vous allez en avoir la production de santé. Ah, mais sur ça, en fait, ça peut être simplement. Oui, mais combien a sa grave de groupe sanguin là? Non, mais juste sur ça. Je veux dire, non, mais même personnellement. C'est pour ça que je vous disais, elle n'est pas valide parce que de toute façon, le CTS vous refera une. De toute façon, même personnellement, on ne connaît pas notre groupe sanguin de base. Et après, juste pour répondre à ça, il y aurait peut-être besoin aussi d'une démarche où finalement les données de santé sont protégées au même niveau que les données financières. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cadre du partage de données, bah, moi, si je paye en ligne quelque chose sur Amazon ou quoi que ce soit, en fait, je reçois une demande de notification pour mon application de banque qui me demande de partager. Pourquoi, si justement un médecin devrait avoir mes données, devrait les avoir sans que je lui accorde? En fait, il faudrait que les données soient sécurisées et que de façon directe, le médecin un tel demande les accès, bah, j'accepte et je passe directement la parole. C'est juste, je peux rebondir, on a pensé à faire ça et on est en train de le bosser, mais en fait, c'est hyper complexe en termes juridiques, légal. Enfin, il y a énormément de complications, mais on aimerait arriver à cet idéal de chaque médecin qui va accéder à telle ou telle chose demande, et nous, on a un SMS qui dit accepter, refuser, et c'est parti. Mais... C'est très intéressant parce que, en fait, l'exemple des banques, c'est un exemple qui n'en est pas un parce qu'en fait, les banques, elles ont décidé sans nous. Me dites pas l'UX. J'ai subi là mon changement d'interface au LCL. C'est catastrophique. J'ai même écrit en disant putain, j'y retrouve plus rien. C'est catastrophique. Bon, ok, je me tais. Je vais pas changer de banque. Mais on s'est jamais posé la question de la sécurité. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des sous. Vous vous êtes posé des questions sur la numérisation d'impôts.gouv.fr? Ah bon? Je suis désolé. On s'en sert maintenant pour accéder. Donc, France Connect te permet d'utiliser ton truc. Donc, mais on ne t'a jamais demandé, toi, démocratie participative, on ne t'a jamais demandé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, et ça marche, moi, j'ai jamais eu de souci. Pourquoi ça marche? Parce que derrière, il y a un enjeu financier qui est majeur. Et ça marchera quelque part, et je ne sais pas quand est-ce se fera le déclic, mais ça marchera aussi avec l'assurance maladie, j'en suis persuadé. Parce qu'il va y avoir une modification du système de soins. Vous allez vivre, vous, quand vous serez malade, dans 10-15 ans, désolé de le dire, mais dans 15 ans, ne serait-ce que les mamans qui vont avoir des enfants, elles vont connaître le système de soins bien avant les hommes.
Et donc, vous verrez que c'est complètement différent. Vous accouchez et puis vous partez le soir, hein, c'est témoigné. Donc, tout se passera à domicile. Donc, en fait, derrière, la prise de conscience, elle va être plus rapide pour eux que pour nous. Et derrière, il y a un élément important. Je ne vais plus payer le forfait hospitalier, etc. Donc, derrière, il va y avoir, entre guillemets, maintenant on dit, j'ai économisé 50 € pour changer mes pneus. C'est la publicité qu'on trouve partout, là. Hein. Qu'est-ce que ça fait ce week-end? J'ai changé mes pneus. Ah bon, j'ai pu gagner 50 €. Si maintenant on en est à faire de la publicité pour gagner 50 €, c'est que manifestement, l'heure est grave. Pardonnez-moi. Donc, je pense que quelque part, il y aura, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais les banques, elles se sont toutes mis d'accord. Quand vous allez à un distributeur, enfin, moi, même avec l'Amex, de suite, je sais qu'il s'est passé des choses. Enfin, on a un rapport avec la transaction, avec le process qui est complètement différent. Et là, je ne me suis pas posé de question de savoir comment c'était organisé. La seule chose qu'on me demande, c'est effectivement de ne pas laisser ma carte de groupe sanguin pour qu'on puisse accéder. Voilà. OK. Mais c'est intéressant. Hein. Je pense que c'est vous qui allez nourrir Alexandre. Hein. Comment? Pourquoi? Il y a marqué tricky, c'est pour ça. Ah. Bon, à moins que d'autres personnes souhaitent partager des avis, des perspectives, des utopies, des dystopies. Je vous remercie. On vous remercie tous pour tous ces échanges.